également le, voilà, et ils choisissent également le processus d'animation qu'ils souhaitent. Et je crois que tu as proposé tout à l'heure d'organiser des groupes de réflexion. Voilà, sans plus attendre, Laurent, je te souhaite la bienvenue et je nous souhaite à tous une très bonne conférence à tes côtés. Au revoir. Merci Fabrice. Bonjour à tous. Alors d'abord, j'ai eu un petit moment de panique là tout de suite en me disant, ah, j'ai oublié de mettre l'enregistrement. Maglone m'avait pourtant briefé. J'espère que ça n'offense personne. Enfin voilà, c'est enregistré. Il y aura un replay pour ceux qui n'auront pas pu y assister. Voilà, donc Fabrice, je suis désolé parce je n'ai pas enregistré ton intervention, sauf la fin. Voilà, mais maintenant c'est enregistré. J'espère que vous allez bien. Je vais d'abord me présenter rapidement. Je ferai un propos introductif qui n'est pas vraiment une conférence. Je n'ai pas cette prétention-là parce qu'une conférence, c'est beaucoup de préparation et de travail que je n'ai pas fait ici. Donc, on va initier une causerie, si je préfère ce terme. Et puis, moi, j'avais envie de vous mettre à contribution pendant des petits groupes, peut-être assez brefs, pendant un petit quart d'heure. Finalement, moi, j'ai envie d'avoir votre avis sur ce que je vais vous présenter. Mais d'abord, en matière de présentation, je vais commencer par me présenter moi. Ça nous prendra une demi-heure, trois quarts d'heure. Non, je déconne, ça va prendre 5 minutes. Voilà, je voulais juste me présenter brièvement. Donc, moi, je suis à l'SF Coach depuis quelques années, pas toujours très présent. J'ai une carrière en 4 temps. J'ai été ingénieur. Voilà, j'essaie de le voir ici comme ça. Voilà, voilà, j'ai été ingénieur. C'est un petit, des études d'ingénieur. J'ai été dans l'informatique quelques années. J'ai une grosse période, une vingtaine d'années d'entrepreneur dans l'informatique. Et j'ai vendu ma dernière boîte sans faire fortune, mais je l'ai vendue quand même il y a 10 ans pour partie à un de mes salariés, pour partie à un partenaire, parce que j'étais éditeur de logiciel et je faisais aussi l'ESN, comme on dit maintenant, SS2I à l'époque, c'était avec des entreprises de services numériques. Et je me suis formé à différentes écoles, notamment la Gestalt, la, le psychodrame et les méthodes d'action, et puis la thérapie sociale. Mon angle aujourd'hui, qui est pas venu tout de suite, j'avais choisi comme angle l'incertitude, hein, et c'est la raison de ma présence il y a un an et demi. Mais depuis quelques années déjà, mon angle principal, c'est le conflit. Voilà, donc j'ai même écrit un bouquin là-dessus qui s'appelle Oser le conflit, éviter la violence. C'est ma thématique. Mais ce ne sera pas tout à fait ma thématique, même si ça colore un peu tout ce que je raconte. C'est pour ça que je vous le dis, ça colore, il y a ça derrière, cette idée que, comme le dit le titre, moi je crois qu'il faut aller au conflit, c'est-à-dire qu'il faut confronter chaque fois qu'on peut, parce que chaque fois qu'on ne le fait pas, c'est de la violence potentielle qui s'accumule. Et de la tranquillité aujourd'hui, mais des plus gros emmerdements demain, si vous me passez l'expression. Et j'avais envie de vous parler aujourd'hui d'une découverte que j'ai fait cet été, donc c'est pas très vieux et que sans doute certains d'entre vous connaissent, qui sont les propos d'un biologiste qui s'appelle Olivier Hamon. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, vous pouvez me le dire là, en commentaire, par exemple, me dire oui, oui, je connais ou je connais pas. On va pas faire un sondage exprès. Si je vais faire un petit sondage, tiens, pendant que je commence à parler. Si j'y arrive, je sais pas où c'est, oui, plus sondage quiz, voilà, que je connais. Alors, plus je connais Olivier Hamon ou je le connais pas. Donc, Olivier Hamon, c'était un biologiste des plantes qui a écrit un opuscule, un petit opuscule au sens petit livre, hein, qui, dont le titre est Antidote occulte de la performance, éloge de la robustesse. Et je vais commencer par vous dire un peu ce que j'en ai compris, et puis j'aurais envie d'avoir votre avis. Voilà, je vais faire mon petit sondage. Hop, enregistrer. Hop. Alors, vous le voyez là ou pas? Non? Lancer. Hop. Voilà, je connais. Alors, sondage sans titre. Voilà. Vous me direz si vous connaissez ou pas. Donc, 3 Oui. sur 8, 5 sur 8. Bon, j'espère que pour ceux qui connaissent, je n'enfoncerai pas des portes ouvertes, même si, bien évidemment, je vais devoir, comment dire, repartir des bases. Au fond,
ce qu'il dit, lui, il définit d'abord la performance comme étant... euh, alors, avant de continuer, je vais me servir de trame d'un article que j'ai écrit pour la revue Gestalt et qui va paraître en janvier, que je ne pourrais donc pas vous passer parce que je suis tenu par l'éditeur, mais où j'ai fait un parallèle entre cette demande, cette performance, qui est la performance de la société, des organisations en général, et qu'on connaît bien, parce qu'au fond, les demandes qui nous est faite sont souvent des demandes de performance, et la demande, parce que je suis aussi thérapeute, la demande qui est faite en thérapie, mais je crois que le parallèle avec la demande en coaching sera facile. Au fond, les gens qui viennent en thérapie ils disent je veux aller vite, c'est mieux, et vite. Voilà, et pour pas trop d'argent. Donc, il commence par une éloge, par une critique, pardon, de la performance qui définit comme étant la somme entre l'efficacité, c'est-à-dire le j'atteins mes buts, et de l'efficience, avec le moins de moyens possible. Au fond, la performance, c'est ça. Et on peut dire qu'il commence par critiquer la performance. D'ailleurs, si vous vous mettez en contact avec lui sur LinkedIn, il s'est lancé dans une vaste opération consistant à ringardiser la performance. Parce qu'il est vrai que jusqu'ici, dans notre monde, la performance est plutôt sexy. Y compris pour moi, hein, par exemple. Je trouve ça pas mal d'être efficace et efficient. Et il essaie d'en montrer les aspects sombres, qui sont les aspects cachés, et qui peuvent se résumer en 4 points, qu'on peut nommer un, la performance fragilise, deux, elle a des effets rebonds, trois, une loi qu'on appelle la loi de Goodhart, et quatre, la performance a des coûts cachés. Alors la performance fragilise, l'idée étant simplement que être performant, c'est s'adapter au plus près d'un environnement. C'est-à-dire que d'être le plus ajusté possible à un environnement donné par le biais de processus d'optimisation. On connaît bien ça, non seulement si on est coach, mais surtout si on est consultant, processus industriel par exemple. Je ne sais pas si certains d'entre vous, j'imagine qu'il y a pas mal de coachs dans la salle, mais j'imagine que certains d'entre vous peut-être ont des métiers connexes ou viennent du monde du conseil, ou même ont eu des fonctions opérationnelles où on voit bien, on chasse les coûts, on essaye d'optimiser, etc. Et cette optimisation, au fond, enlève du jeu, enlève de la marge de manœuvre, nous rapproche de plus en plus d'un environnement, mais le présupposé là-dedans, c'est que l'environnement est stable. Or, nous constatons, sur un certain nombre de sujets, que cet environnement, à bien des égards, devient moins stable. Euh, On a cité l'écologie, le réchauffement climatique, la chute de biodiversité. Tout ça, évidemment, entraîne des phénomènes de plus en plus intenses et une variabilité dans l'environnement qui est de plus en plus forte. Mais moi, j'ai l'impression aussi que dans l'actualité, ça se répercute aussi dans les formes d'organisation, avec des élections où on a des positions de plus en plus radicales, d'un côté comme de l'autre, et qu'il y a une variation là aussi du point de vue des organisations humaines. Et que, par conséquent, cette performance qui vise à nous rapprocher de plus en plus de quelque chose qui, en fait, est de plus en plus variable, ça va nous fragiliser parce que le lien, ce serait comme faire un nœud 30 abordé, accosté, pardon, attaché, comme on dit, un bateau amarré. Voilà, je cherchais le mot, amarrer un bateau trop, trop serré sur la bite d'amarrage. Avec la marée, on a des ennuis, quoi. Soit le bateau se trouve suspendu au quai, soit il se renverse avec la marée qui monte. Ça, c'est la première chose. La performance fragilise parce qu'elle consiste à s'adapter le mieux possible à un environnement donné, mais que comme cet environnement est variable, ça risque de faire s'effondrer les structures performantes. Le deuxième objet de critique, c'est l'effet rebond. C'est l'idée que dès qu'on optimise quelque chose en vue de gagner, on a un effet mécanique inverse qu'il appelle l'effet rebond, qui va faire que, par exemple, une économie va se retrouver engloutie. Alors, je vous donne un exemple vraiment très simple. Regardons dans l'aviation, par exemple, ou même dans les transports. À chaque fois qu'on a gagné en énergie, ou même les bagnoles, hein, chaque fois qu'on a gagné dans le rendement des moteurs, dans le fait de gaspiller moins d'énergie, l'usage a augmenté considérablement. Oui, un avion d'aujourd'hui consomme beaucoup moins de kérosène qu'un avion d'il y a, je ne sais pas, mettons 10, 20, 30, 40 ou 50 ans. Mais globalement, l'usage a explosé
de sorte que la consommation globale est bien plus importante. Les voitures, c'est aussi sur le poids. Oui, les voitures, les moteurs d'aujourd'hui sont infiniment c'est trop, mais beaucoup, beaucoup plus performants que les voitures d'il y a 50 ans, mais elles pèsent 10 fois plus lourd, quoi. Enfin, peut-être pas 10 fois, mais 4, 5 fois plus lourd. Je pense qu'une 2 chevaux, ça devait peser quelques centaines de kilos et qu'aujourd'hui, 2 tonnes, c'est un poids moyen pour un SUV. Donc ça veut dire que le problème de l'effet rebond, c'est que les économies qu'on pense faire avec les améliorations de performance, euh, plutôt d'ailleurs d'efficience que de proprement efficacité, euh, sont englouties par un usage qui va être rendu possible par cette sobriété. Le troisième point, c'est la loi de Goodhart. Alors ça, je trouve que c'est intéressant. C'est une loi qui a été formulée par un économiste en 1975, Goodhart. Ça tombe bien. Et ce gars a dit, alors la phrase, je vous la lis exactement, lorsqu'une mesure devient un objectif, elle cesse d'être fiable. Alors vous connaissez sans doute l'idée, c'est que l'atteinte de la valeur de l'objectif va se substituer à l'atteinte de l'objectif qu'elle est censée mesurer. Euh, je vous donne quelques exemples. Quand vous rémunérez des commerciaux à à la commission, ils vont avoir tendance, par exemple sur le chiffre d'affaires, ils vont avoir naturellement, sans jeter la pierre à qui que ce soit, tendance à augmenter le chiffre d'affaires, peut-être parfois au détriment de la marge de l'entreprise. Et à l'inverse, si on fait de la marge, ils vont avoir tendance à augmenter dans leur intérêt personnel. Et c'est bien naturel, hein, il y a rien que de très humain là-dedans. Moi, il y a une histoire, je trouve, géniale. Je ne sais pas du tout si elle est vraie, mais c'est l'histoire des cobras en Inde. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. En gros, c'est une ville d'Inde. Alors, on me l'a raconté dans une autre ville aussi, un autre pays, donc ça me laisse supposer que peut-être c'est pas totalement juste, mais l'image vaut, malgré tout, d'être racontée. Donc, des cobras, une ville infestée par les cobras. Les gens disent, on va donner des récompenses. D'accord? Donc, et on va mesurer combien de gens nous ramènent voilà, de cobras, et en même temps, ça va faire baisser le nombre de cobras. Donc, ils mettent ça en place, ça marche très bien, on leur ramène plein de cobras, mais on leur ramène plein de cobras, et on ramène plein de cobras, et on ramène plein de cobras, et ça ne baisse jamais. Alors, on a l'impression que quand même dans la rue, il y en a un peu moins, mais il y a toujours autant de cobras morts qui arrivent, évidemment, de primes à donner à ces gens qui ramènent des cobras morts, jusqu'au jour où les autorités se sont aperçues que les gens qui étaient très pauvres et qui avaient vu là un effet d'aubaine, ne serait-ce que pour se nourrir, hein, et nourrir leur famille, s'étaient mis à faire des élevages de cobras. Voilà, et qu'ils étaient ainsi capables d'amener leurs cobras aux autorités. Donc ils en tuaient un de temps en temps et boum, j'arrive et je touche la prime. Donc évidemment, qu'est-ce qu'ont fait les autorités? Ils ont arrêté. On dit ça marche pas. Et qu'ont fait les gens avec leurs cobras? Ils ont relâché dehors et on s'est retrouvé avec beaucoup plus de cobras à l'arrivée qu'au début. Donc tout ça pour dire que si je mesure le nombre de cobras par le nombre de cobras qu'on me ramène et que pour qu'on me les ramène, j'ai donné une petite prime, on voit bien que cette mesure, à partir du moment où elle devient un objectif, au moins pour certaines personnes, cesse d'être une mesure fiable du nombre de cobras qu'on trouve dans la rue. Ça, c'est la loi de Goodhart. Et alors, je vous recommande le sociologue François Dupuis, hein, qui en a parlé de ça, Lost in Management. Il en parle largement entre le décalage entre les intentions de ceux qui créent des processus et des indicateurs et les résultats réels. Lui, je trouve qu'il donne plein d'exemples tout à fait pratiques et concrets dans le monde. Euh, le dernier point, c'est que la performance a un coût. C'est-à-dire que oui, on voit l'amélioration de performance. On voit que l'iPhone est de plus en plus puissant. On voit que les ordinateurs, moi qui ai fait de l'informatique et qui ai 60 ans, j'ai bidouillé un peu sur un ordinateur à la fin des années 70. Je n'étais pas hyper précoce, moi. Et je vois bien que ces ordinateurs sur lesquels j'ai bidouillé aujourd'hui ne sont même à côté de mon téléphone que des charrues, quoi. Enfin, que des trucs hyper lents. Il y avait la loi de Moore, je crois, qui dit, pendant des années, était vraie, les processeurs doublaient tous les 18 mois. Donc, c'est dire qu'on a fait des gains de performance sensationnels dans ce domaine. Mais vous le savez tous, à quel prix? C'est-à-dire qu'en remuant des mégatonnes de cailloux pour en extraire des métaux rares avec des conséquences
les conséquences que vous connaissez, sur lesquelles je ne vais pas m'attarder ici, mais évidemment qui sont bah, d'abord le fait qu'il y a de l'attrition, il va être de plus en plus dur de trouver des ressources, et que deuxièmement, voilà, ça pose des problèmes de souveraineté, et puis de pollution, et puis, etc., etc. J'en passe et des meilleurs. Même le coton, par exemple, j'entendais aujourd'hui encore, enfin, alors c'est une pub pour, je n'ai pas vérifié l'info là non plus, mais il semblerait que dans certains coins en Inde, on pompe dans les nappes phréatiques pour cultiver du coton, pour satisfaire à la demande gigantesque en textile, notamment tirée par les gens, par les Shine et autres vendeurs low cost de fringues, et que ce coton, on trouvait la flotte à 4 mètres il y a quelques décennies, on va dire, et que maintenant ils descendent jusqu'à plusieurs centaines de mètres. Voilà, donc on voit bien que tout ça ne va pas durer, qu'il va y avoir des conséquences, évidemment. On ne va pas aller chercher jusqu'à 6 000 kilomètres, quoi. Donc ça rend les choses incertaines, et surtout cette performance, donc, elle a un coût caché dont on commence à payer les intérêts finalement sur la dette aujourd'hui, avec des incendies, avec les méga-feux, les tempêtes énormes, les inondations qu'ont fait l'actualité, et qui vont évidemment avoir aussi des conséquences sur le plan humain, quoi, et des organisations. Alors, bon, je continue, c'est pas, tout ça n'est pas très gai, mais pourtant, moi, ça m'a. On va toucher le fond là bientôt, mais tout ça m'a donné des pistes, hein. Je vous dis tout ça, nous n'allons pas déprimer totalement jusqu'à la fin, je trouve. Moi, j'ai tenté de faire des parallèles avec les demandes, et ça m'intéresserait que dans les petits groupes tout à l'heure, vous puissiez aussi peut-être faire une remarque ou sur un des sujets, sur un des 4 points, de voir en quoi il y a un des 4 points concerne les demandes de performance qu'on a pu observer. Moi, je vous dis ce que j'ai observé. Je vous donne des exemples très courts. La performance fragilise. Il y a cette idée que, en thérapie, par exemple, mais c'est vrai aussi en coaching, on va tâcher d'adapter les gens un peu mieux à leur environnement. Mais Olivier Hamon, d'ailleurs, a un terme assez chouette. Il dit l'avenir, c'est pas d'être adapté. L'avenir, c'est d'être adaptable. C'est-à-dire que l'avenir, c'est pas d'être le plus performant possible dans une discipline. L'avenir, c'est d'être en capacité de se développer, d'être plus adapté, d'être plus agile, peut-être plus adaptable en fait à des fluctuations d'environnement. Et moi, j'ai observé que une partie des gens qui font de la thérapie, du développement personnel, etc., à un moment donné, se croient arrivés. Disent, alors c'est bon, quoi. Moi, j'ai eu plusieurs fois dans les stages des gens qui vous disent, c'est bon, moi j'ai fait 2 ans de développement personnel, j'ai plus besoin de rien. Donc il y a quelque chose qui se fige aussi dans le travail à un moment donné. L'effet rebond, qui consiste, comme je vous l'ai dit, à faire davantage d'une chose dans laquelle nous avons gagné en performance. Alors, moi, je me fie à- à ma propre pratique, quoi, mais le danger pour nous, vous le savez sans doute, ce serait de donner des conseils aux gens, ce serait en fait tenter de les adapter le plus possible. Ouais, je ne vais pas me lancer là-dedans parce que je vais être obscur et ça va pas être très efficace. L'effet rebond, vous l'avez compris, hein, c'est le fait de faire plus d'une chose sur lesquelles on a pourtant cherché à faire des économies. Moi, je trouve que dans l'effet rebond, il y a la sédentarité, hein. Sédentarité de l'esprit, sédentarité physique. Mm. Cette idée que plus j'automatise les choses, moins j'en fais, mais plus ça va se répercuter, plus je vais en souffrir. La loi de Goodhart, ça questionne les indicateurs de réussite dans les coachings. On fait ça, enfin, en tout cas, moi je fais ça. Souvent, je demande, j'imagine que vous aussi, je demande, et dans les quadripartites ou les tripartites, je demande aux gens à quoi vous verrez que ça a servi, que ça a réussi. Et peut-être que le risque, c'est qu'on fasse que cet indicateur-là soit coché plus que le développement sous-jacent. C'est une piste de référence. Alors, je vais enquiller, comment dire, pour pas prendre trop longtemps, et puis qu'on ait le temps de discuter, et que peut-être en sous-groupe, je vais énoncer un certain nombre de choses sur ce que dit Olivier Hamon sur une interrogation de la notion de robustesse.
L'idée, c'est que lui, son propos, c'est de substituer à la performance, plus vite, plus fort, mieux, plus efficace, plus efficient, la notion de robustesse en se basant sur la nature et un certain nombre d'observations qu'il a faites. Et au fond, moi, j'aimerais qu'on discute ensuite, que chaque petit groupe choisisse un des points que je vais nommer et puisse dire, tiens, si on creusait ça, en quoi ce serait intéressant de mettre euh, cette caractéristique-là dans nos accompagnements. Alors, je vais les citer, il n'y a pas vraiment d'ordre, mais et puis je vais essayer de les illustrer. Premièrement, la nature est aléatoire. C'est-à-dire que les mécanismes de réplication de cellules, par exemple, euh, donnent pas toujours les mêmes résultats. De temps en temps, ça merdouille, quoi, enfin, ou ça diverge. Toutes les cellules d'une plante, hein, il le dit assez bien, je ne saurais pas faire l'explication aussi bien que lui, mais les cellules d'une plante ne se développent pas toutes à la même vitesse ni de la même manière. Il y a quelque chose d'aléatoire, il y a des distributions. C'est pas du tout homogène. Euh, Ce qui dit d'ailleurs, c'est presque un miracle qu'une feuille, je sais pas moi, de tilleul ressemble si fichtrement à une autre feuille de tilleul, alors qu'en fait, là-dedans, il y a une diversité de comportements cellulaires qui est totale. Que on pourrait imaginer qu'à partir de cette diversité, ça donne autre chose. Mhm. Que la feuille de tilleul puisse avoir des aspects très différents. Eh ben non, c'est pas le cas. Mais cet aléatoire, c'est le moteur de l'évolution. Vous le savez, hein, l'évolution darwinienne, au fond, génère du différent pour que si un virus, que ce soit de la variole du singe qu'évoquait Fabrice, ou le SARS-CoV-2, la Covid, je ne sais pas si on dit là ou là aujourd'hui, Covid qu'on a connu lors de la crise sanitaire, l'aléatoire permet de, euh, bah de survivre, parce que tout le monde n'est pas affecté de la même façon. D'ailleurs, la performance, là, a des coûts manifestes, hein, avec les plantations uniformes, en fait. On a pris des espèces de plus en plus efficaces contre les insectes, contre les machins, contre les trucs, contre les bidules. Et bah, sauf que ça nous fait des espèces qui sont beaucoup plus vulnérables, potentiellement, à un virus ou une chenille ou un champignon qui pourrait tout dévorer d'un coup. Donc l'aléatoire va générer plus d'interaction avec l'environnement, plus de richesse, plus de diversité et donc plus de résistance, de robustesse face aux agressions. La deuxième chose, c'est la redondance. La redondance, c'est-à-dire que non seulement il y a de l'aléatoire, mais il y a du multiple. Bon, on a deux yeux, deux poumons, deux reins, deux jambes, deux pieds. Alors, c'est bien pratique, quand même, deux jambes, c'est pas mal. Mais si on m'enlève un rein, je vais continuer de vivre. Un arbre à plein de feuilles, il peut se débarrasser, en cas de sécheresse, il va se débarrasser d'une partie des feuilles pour continuer à vivre. En cas d'accident, le redondant, et au niveau cellulaire, évidemment, c'est pas deux ou trois, c'est une multiplicité énorme. Donc le redondant, euh, que nous chassons un peu souvent dans la vie commune. Mais je te l'ai déjà dit, voilà, mais non, mais répète-le, voilà. Souvent dans les tours, vous avez des groupes, les gens disent, ah, mais ça a déjà été dit, hein. Il y a une espèce d'aversion au redondant, c'est mal de répéter. La répétition a mauvaise presse. La nature s'en contrefout, elle est redondante, elle se répète tout le temps. Et ça la rend un peu comme l'aléatoire aussi, hein, plus résistante. Voilà. Le gaspillage. Alors, la nature gaspille beaucoup. Ça, j'ai découvert ça avec, par exemple, la photosynthèse. Elle utilise moins de 1% de l'énergie solaire qu'elle reçoit. Oui, donc, c'est hyper faible. Je vous donne l'exemple, je le lis, hein. L'herbivore qui mange les végétaux, il va récupérer autour de 10% de l'énergie en calories. Donc, déjà, on est 1 sur 1000, hein, par rapport. Le carnivore, c'est pareil, quoi. Donc, au fond, au départ, c'est du soleil, l'énergie, c'est du soleil, et le carnivore, il va en choper un 10 millième, quoi, de Mhm. cette énergie. Et en fait, ils vont garder de la marge de manœuvre, hein. L'idée, c'est qu'il y a plus de marge de manœuvre. Je regarde, ça fait bip sur mon truc. Je me demandais si c'était. Ah, mais non, c'est le chat, vous me parlez, c'est chouette. Euh, je vais décrocher le chat pour le voir mieux. Tac, tac, tac. Wikipédia, l'effet Cobra. Vous nous direz l'effet Cobra tout à l'heure si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Très bien, ça m'intéresse. J'irai voir ça.
On va mettre fin au sondage. Hop, je ferme ça pour vous voir. Donc, le gaspillage, la nature gaspille beaucoup. Et lui, ce qu'il dit, c'est que ça donne des marges de manœuvre. C'est-à-dire que euh, on n'est pas tout le temps au taquet, quoi. Voilà. La nature n'est pas en burn-out, quoi. Voilà. En gros, cool. Ils sont pas, ils n'engagent pas toute leur énergie. Elle n'engage pas toute son énergie, si je puis me permettre de personnaliser la nature là-dedans, dans les processus. Un exemple qui m'a particulièrement frappé, vraiment particulièrement. Je vous pose la question de façon rhétorique, parce qu'on ne va pas prendre les réponses ici, mais posez-vous la question de savoir à quelle température interne, hein, notre température c'est 37 degrés à peu près, à quelle température interne notre métabolisme est le plus performant, plus efficace, notamment pour lutter contre les infections, voilà, les accidents, enfin les bactéries, les machins, les trucs, les Covid et autres varioles du singe qui pénètrent dans notre organisme. Alors, moi, benoîtement, je m'étais dit, bon, je sais pas, 37, quoi. C'est 37, pourquoi pas. Si on est à 37, c'est que c'est efficace. Voilà. Vous savez, hein, il y a un peu cette idée que la nature est performante, que le monde est bien fait, que bah, à un moment, il dit non, quoi. D'ailleurs, je lis un autre livre qui s'appelle Nature et préjugés, donc je vous recommande, de Marc-André Sellos. Il regarde les préjugés sur la nature et on retrouve ça, quoi. La nature n'est pas bien faite. Et parce que, ne serait-ce que parce que non, permanente évolution, et qu'un truc bien fait, c'est parfait, et qu'un truc parfait, c'est fini, et que la nature n'est jamais finie. Et donc, en fait, notre métabolisme, il a une température optimale à 40 degrés. Voilà. Vous allez dire, moi, à 40, je vais pas bien. Et vous aurez raison de le dire, parce qu'à 40 degrés, en gros, on tient 3 jours, hein, pas plus. Mais à 37 degrés, notre température habituelle, qui est une température de confort, certes, on est très, 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 très loin de la performance, hein. Certaines protéines sont même 1 million de fois moins actives, hein. 1 million. Il y a un rapport de 1 million parfois sur certaines protéines. Voilà, donc il y a du gaspillage, il y a de la sous-optimalité, on pourrait dire. Tout ça n'est pas hyper performant. Le quatrième point que je voudrais souligner, c'est l'hétérogénéité. Alors ça rejoint un peu l'aléatoire, parce que l'aléatoire produit de l'hétérogénéité, hein. Donc les processus de duplication, par exemple, ont des petites erreurs. Et il y a aussi un point sur les erreurs, d'ailleurs, un peu plus loin. Tout ça se recouvre un peu. Évidemment, voilà, ce que je disais aussi tout à l'heure, hein, les êtres vivants ne sont pas pareillement sensibles aux épidémies, ça permet la survie de l'espèce. Ça rejoint beaucoup la redondance, voilà. Mais c'est pas seulement c'est de la redondance, mais c'est aussi pas la redondance, c'est-à-dire l'aléatoire, qui génère l'hétérogénéité. Je passe là-dessus. Le cinquième, c'est la lenteur. Alors la lenteur, c'est peut-être ce qui nous est le plus familier, nous, dans nos travaux, parce qu'on passe quand même beaucoup de temps, j'imagine que vous êtes comme moi, à passer pas mal de temps à faire ralentir les gens que nous accompagnons, qui non seulement veulent que ça aille vite, hein, voilà, je leur dis toujours, on ne fait pas pousser des poireaux plus vite en leur tirant dessus, hein. Ça les arrache, ça ne les fait pas grandir, et donc il y a une lenteur qui est nécessaire. Là, ce que j'ai aimé chez Amand, c'est qu'il donne il m'a donné à penser la lenteur d'une façon que je n'avais pas envisagée, plus compréhensible. Alors que la lenteur, c'est ce qui permet aux variations de se déployer dans le temps. Si je vous parle, vous me comprenez, je l'espère en tout cas, parce que je ne parle pas trop vite. Si je me mettais à parler comme en 45 tours, en 78 tours, pour ceux qui se souviennent de ces appareils, des électrophones, à parler extrêmement vite, vous ne comprendriez plus un mot de ce que je dis. C'est bien parce que je ralentis mon débit en dessous de ce que je pourrais faire de façon optimale. Et même, moi, je le vois, je fais des conférences et donc je travaille je prends des cours, je travaille avec voilà, des acteurs, des metteurs en scène. Et je vois bien qu'un de mes défauts, qui peut-être se manifeste aujourd'hui d'ailleurs, c'est de vouloir trop en dire et trop vite et de n'être pas compris. Voilà. Donc, dans la nature, au contraire, il y a quelque chose qui se déploie et qui permet au fond aux organismes de communiquer. C'est parce qu'il y a de la lenteur qu'il y a de la communication. Alors dans la nature, ça prend vraiment des proportions plus importantes. Et puis le sixième point, il y en aura 8 en tout, hein. Le sixième point, c'est les erreurs par rapport à la norme, des déviations. Ça aussi, c'est aussi à l'origine des mutations et indirectement de l'évolution.
Bien entendu, plein d'erreurs sont des impasses, plein d'erreurs de mutation arrivent à voire des organismes non viables, mais comme il y a de la redondance, c'est pas absolument dramatique. Par exemple, nous ne devrions pas digérer le lait, c'est bien parce qu'il y a eu des erreurs de duplication de cellules qui ont fait que certains gènes nous ont soudain rendus capables de boire du lait et que maintenant, et que l'évolution a sélectionné ça, en fait, hein. Les erreurs, ça permet d'enrichir le catalogue d'offres face aux évolutions. Et je pense que c'est ce qu'on doit faire aussi, d'ailleurs, augmenter nos offres face à un monde où la demande est fluctuante et où peut-être le coaching traditionnel, il y a à réfléchir à comment faire du coaching différemment et peut-être commencer par se planter, faire des choses différentes. Bref, les erreurs sont le moteur de l'évolution. Je trouve ça intéressant. Elles sont génératrices d'hétérogénéité et donc de robustesse, comme on l'a vu tout à l'heure. Euh, le septième, c'est l'incohérence. Ça, j'aime beaucoup ça. Ce qu'il appelle incohérence, c'est le fait qu'il y a des choses qui sont antagonistes, je dirais plutôt. Et il parle de l'aubergine. Moi, j'appelle ça le concept de l'aubergine maintenant. Une aubergine, ça a l'air d'être un être parfaitement pacifique, hein, tranquille. Je veux dire, si j'avais à désigner la tranquillité, peut-être que je choisirais l'aubergine. Mais ce serait oublier que dans une aubergine, la pulpe est compressée et que la peau est tendue. C'est-à-dire qu'en fait, l'aubergine, si placide nous apparaît-elle, vit dans un état de tension permanent. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que dans la nature, les choses sont toujours le jouet de forces antagonistes et contraires qui s'opposent l'une à l'autre. Moi, j'ai été ingénieur, donc j'ai fait un peu de physique. Et c'est vrai que ce qu'on apprend en physique, c'est que tout mouvement, quel qu'il soit, génère son contraire, hein. La vitesse génère du frottement, l'électricité qui passe dans un fil génère un champ magnétique qui s'oppose à elle, etc. Il y a toujours des boucles de rétroaction négatives. Et en fait, ça génère des équilibres. Moi, intuitivement, je me dis que autant un équilibre statique, tranquille, paisible, ne porte pas de mouvement en soi, quoi. Il y a pas de capacité d'évolution. Un mouvement dynamique, hein, si j'appuie mes deux points l'un contre l'autre, il suffit que je lâche un tout petit peu d'un côté pour que je puisse m'adapter rapidement, peut-être à une fluctuation de l'environnement. Je ne sais pas très bien comment avec mes points je m'adapterai à un truc, mais ce n'est qu'une image que j'espère que vous avez comprise. Voilà. Ces équilibres dynamiques permettent aussi de mieux s'ajuster à l'environnement. Et enfin, je terminerai par l'inachèvement. C'est l'idée que, au fond, quelque chose de fini, d'achevé dans la nature, c'est un truc mort. Y compris nous d'ailleurs, hein. Nos os sont en constante croissance. Je crois que le fémur, il pousse jusqu'à notre mort. Le cerveau croît, enfin, je veux dire, génère de nouvelles cellules jusqu'à sa mort. La peau, parlons pas, alors ça va un peu moins vite, ce qui fait qu'on a des rides, mais voilà, mais quand même, tout ça est inachevé. Et cet inachèvement génère à la fois ben, du recyclage, si j'ose dire, face aux accidents, et génère aussi de la capacité à s'orienter différemment. Seul coup, une plante où le soleil n'apparaît plus, on a mis, paf, elle va être capable d'aller dans une autre direction. Moi, j'ai un lierre là dans ma cour, ben, je vois bien qu'il il est capable de s'orienter, de changer, de bouger. Et c'est parce qu'il est dans une forme de croissance. Et nous sommes des êtres fondamentalement en croissance. C'est peut-être pour ça qu'on cherche de la croissance économique, mais on est des êtres fondamentalement en croissance. Voilà, donc je vais un peu résumer très brièvement pour dire que ben, l'aléatoire, avec cette idée, et juste un petit mot sur ce que je m'étais dit à propos du travail d'accompagnement, bah, pourquoi pas mettre l'aléatoire dans les séances, mais on le fait par exemple avec du photolangage, tirer une carte, voilà, faire arriver de l'inattendu pour que ça génère quelque chose de nouveau. C'est bien ça qu'on cherche en accompagnement, à faire du nouveau. La redondance, je trouve que moi-même je le fais, refaire faire un exercice, malgré les protestations parfois des clients qui disent: Ah, mais on l'a déjà fait ça. Mais oui, mais ça fait rien, on va se le refaire.
replonger dans les mêmes situations, reposer les mêmes questions, refaire encore. Le gaspillage, oui, bah oui, du silence, du tâtonnement infructueux. Nous avons inventé, nous coachs, plein d'autres, plein de façons de perdre notre temps. Donc, je crois qu'on fait, il y a du déjà là hein, dans tous ces domaines. Voilà, tout ça, moi, ça m'aide à assumer ça, de dire, bah, de temps en temps, ouais, ça marche pas, il y a une séance qui sert à rien, c'est lent. Voilà. L'hétérogénéité, oui, faire différemment, pas faire toujours pareil, amener de la variation, amener de la diversité. Ça permet d'éviter de faire que de la répétition d'ailleurs, avec accessoirement faire, je sais pas, peut-être changer de place dans le cabinet, faire une séance dehors, se promener en forêt comme je le fais de temps en temps. Voilà, sortir du mécanique et du planifié. La lenteur, ça, je vous fais pas le pitch de la lenteur. Écouter son client, ça suppose du silence et de la lenteur. Et puis, les erreurs. Voilà, moi je cite, alors je raconte une petite histoire là dans mon article. C'est en thérapie, et j'ai quelqu'un qui a loupé beaucoup de séances, qui a été très, et d'ailleurs il s'en flagelle lui-même, hein. Il se trouve très insuffisant vis-à-vis de moi. Tandis que moi, je suis toujours là au rendez-vous. Voilà. J'ai l'air irréprochable à ses yeux seulement. Je sais bien que c'est pas ça, mais même un jour, il m'a dit, je lui ai dit, mais comment vous me voyez? Il m'a dit, vous êtes un peu un reptilien, une sorte d'être inconcevable, quoi. Puis un jour, j'ai loupé une séance. J'ai mal noté dans l'agenda. Alors, je l'ai pas loupé complètement, heureusement. Moi, j'aime pas ça du tout, hein, malgré tout. Et je suis arrivé un quart d'heure en retard. Il était là, et en fait, ça a adouci quelque chose dans notre relation. Voilà. C'est-à-dire que d'un seul coup, j'étais un peu moins reptilien. Notre relation n'avait jamais cessé d'être bonne. Mais il y a quelque chose où c'était plus tendre, quoi, plus. D'un seul coup, j'étais plus proche de lui, ou il était moins loin de moi, je sais pas. Voilà. C'est grâce à une erreur que ça a été rendu possible. Incohérence, ouais, nous on travaille, moi je travaille beaucoup sur les polarités, c'est-à-dire que voilà, mon but c'est pas de rendre les gens gentils ou méchants, mais de leur donner la capacité d'évoluer sur un axe, sur les axes de polarité. Voilà, mon but c'est qu'ils soient à la fois gentils et méchants, qu'ils soient à la fois empathiques et apathiques, qu'ils soient, voilà, qu'ils puissent s'ajuster selon les circonstances. Et puis, inachevé, oui, gardez ça, le coaching. Est-ce qu'un coaching a vocation à être inachevé? Moi, je viens de la Gestalt, pour ceux qui connaissent, je suis Gestalt thérapeute. On parle toujours, pour ceux qui connaissent, de Gestalt inachevé, c'est-à-dire, au fond, d'épisodes mal digérés dans notre vie. Et c'est vrai que la tendance naturelle, c'est de faire en sorte que ces épisodes soient enfin digérés une bonne fois pour toutes. Et il m'est venu en réfléchissant à tout ça que oui, oui, c'est vrai que c'est pas mal qu'on arrête de se faire mal au bide avec des souvenirs, si je caricature un peu. Et en même temps, c'est aussi dans ces épisodes difficiles qu'il y a de l'énergie. C'est aussi que là qu'il y a de la réserve, qu'il y a de l'envie, qu'il y a du moteur, qu'il y a. Donc, j'ai pas envie de jeter le moteur avec la carrosserie, hein, le bébé avec l'eau du bain. Voilà. Il y a dans l'inachèvement aussi de la puissance, dans la frustration aussi, des capacités de développement. Voilà. Euh, Ce que je vous propose, c'est la fin de ce petit exposé. Euh, donc, il y a quelqu'un qui s'en va. À bientôt. Angela, je crois, c'est ça. Ce que je vous propose, c'est que on fasse des petits groupes. Il y a plein de gens qui sont partis ou pas? Ah non, pas du tout, en fait. On est 15, donc on va faire 4 groupes, en fait. 4 groupes, ouais. Avec l'idée de, un, euh, à moins que vous vouliez poser quelques questions, j'en sais rien. Je vous dis le pitch des petits groupes et puis on voit ensuite. L'idée, c'est qu'on parte en petits groupes pendant un quart d'heure, quoi, pas plus. Quelle heure il est? 19h18, oui, c'est ça. Même 12 minutes. Allez, 12 minutes. Donc, on parte en petit groupe pendant 12 minutes. Vous saisissez d'un des sujets. Donc, vous décidez ça. Vous nommez un rapporteur. Vous saisissez un des sujets. Donc, aléatoire. Vous voulez que je vous les mette là dans le chat? Aléatoire. Les questions, les réponses, vous avez vu. Aléatoire. Redondance. Gaspillage. Et tiens, et voir comment on pourrait utiliser ça en coaching. Qu'est-ce que ça vous inspire?
de mettre ces qualités qui ont l'air d'être des défauts, quoi, mais ces qualités de sous-optimalité dans notre pratique du coaching, que ce soit dans notre offre ou dans notre pratique. Avec cette idée en toile de fond, que je ne vous ai pas dite, mais que vous avez deviné, c'est que peut-être on nous a beaucoup demandé de rendre les gens plus performants, mais je me dis que peut-être un certain nombre d'organisations vont vouloir être plus robustes dans le monde qui vient, et que devenir plus robuste, c'est- ça peut peut-être intéresser des gens. Homogénéité, voilà, lenteur, erreur, ouf, incohérence et inachèvement. Vous saisir d'un sujet, un seul, et puis voir ce qu'on peut en faire. Ça vous va? Quelqu'un veut dire quelque chose? Non? Vous êtes d'accord pour les sous-groupes ou vous êtes juste sage? Non, non, moi je suis d'accord. Très bien. Alors, D'accord et sage. voilà, les deux en fait. On va faire 4 salles. N'oubliez pas de nommer un rapporteur Parfait. pour, voilà. Je vais créer 4 salles de discussion. On va dire, allez, 12 minutes. C'est 60 secondes. Après 12 minutes, allez, 11 minutes. 11 minutes plus les 60 secondes de truc. Voilà. À tout à l'heure. Alors, Hop. Très bien. Donc, c'était le groupe numéro 3, je crois. Il me 3. semble que c'est 3. Bah, allons-y. Adèle, allez, toc. Puisque Dominique t'a poussé à l'eau. ah oui, il est sympa, hein? Oui, sympa. Non seulement il n'a pas de J'adore. caméra, mais en plus, il te force, tu vois. Les deux étaient sans caméra, donc j'étais la seule Ouais. avec des yeux et des oreilles. Donc du coup, nous, on a pris la vision aléatoire. Oui. Enfin, la vision, non, la nôtre. On ne sait pas si on a bien compris la consigne. Donc, comment utiliser cet aléatoire dans nos coachings? Oui. Et donc, c'était générer du nouveau. Tu disais, donc, nous, on voyait plus pas générer du nouveau, mais faire intégrer la notion d'incertitude dans l'aléatoire. Et parce qu'on a déjà commencé par un peu définir ce que c'était que l'aléatoire. Donc, c'est un peu de l'imprévu, de l'incertain. Ça nous a un peu déstabilisé. Et le hasard aussi, c'était un synonyme. Donc, on était plus accompagné dans un contexte aléatoire et faire intégrer la notion d'incertitude dans nos accompagnements. Peut-être lever des peurs, travailler les émotions, euh, mettre en mouvement, changer le plan d'action et encourager à la prise de risque et à l'expérimentation. D'accord. Très bien. OK. Voilà. Merci. Mais Et comment de faire en l'exercice? 12 minutes, Ah, bah, comment? c'est court, oui, je sais bien. Mais tu sais, c'est naturel. Voilà. La consigne n'est pas claire. Vous n'avez pas eu le temps de terminer. Il y a plein Non, d'erreurs. non, on a terminé en temps. On a terminé en temps. C'était comment de faire l'exercice juste? C'était difficile, tu avais l'air de dire, non? Un peu. Ou Non, ça. non, parce qu'on se connaît, du coup, Ouais. on s'est vite distribué les rôles, la définition pour se mettre d'accord sur les mots, et après on a essayé d'envisager. D'accord. Très bien. Merci bien. On peut passer au groupe 1, qui avait Claire, Isabelle, Loïc et Sébastien. Et le groupe Alors, 2. c'est moi qui vais rapporter pour le groupe 1. Alors peut-être que c'est un petit peu en vrac, mais il y aura certainement des choses à prendre. On a d'abord parlé de comportements opposés qui cohabitent. On a dit par exemple, si on prend les polarités MBTI, bah, on est toujours un petit peu, on se balade entre les deux et on peut très bien considérer l'une ou l'autre justement des polarités. On a parlé aussi de préférences qui peuvent cohabiter, par exemple entre une préférence plutôt intellectuelle ou une préférence plutôt empathique, affective, et que ça peut, selon aussi les situations, se manifester. Euh, voilà, le fait que nos coachings s'entendent dans un processus, une structure souvent, et qu'on peut aussi capter des choses plus subtiles que nos sens communs ne perçoivent pas et qui peuvent nous guider. Alors ça, c'est peut-être un peu spirituel, mais on a parlé de ça. Mhm. Aussi, on a parlé de désalignement, notamment entre le verbal, le non-verbal ou le paraverbal, voilà, une incohérence
qu'on peut questionner, qu'on peut choisir de confronter. Donc en observant ce qui peut paraître incohérent chez nos clients, on peut questionner ça. Euh, voilà, on a aussi parlé du fait que accompagner nos clients à lâcher prise, ça peut révéler des choses qui peuvent être en incohérence ou du moins ne pas être dans la même ligne que ce qu'ils peuvent nous dire ou les histoires qu'ils peuvent se raconter. Voilà, puis on a aussi parlé de la créativité, la spontanéité qui peuvent amener nos clients dans des prises de conscience, les amener à un autre endroit, là aussi, que ce qu'ils ont l'habitude de dire ou de se raconter. Et enfin, on peut aussi nous-mêmes adopter une posture qui peut sembler incohérente pour voilà, changer un petit peu les appuis de notre client en changeant le cadre, en rajoutant des éléments qui n'étaient pas prévus, en parlant plus vite, moins vite, voilà, en adoptant un ton différent, voilà. Donc c'est euh, toute forme d'incohérence qui peuvent nous aider euh, à aller au-delà de ce que le client nous amène naturellement et avec la structure qu'on amènerait aussi naturellement. Ok, très bien, merci beaucoup. Salle 2, alors il y avait Damien, Fabrice et Olivier. Damien ou Olivier, parce que je suis en train de conduire, s'ils peuvent. Alors il est où, Olivier? Olivier, Allez, oui. je me lance. Damien, tu es d'accord? Bon, alors je rapporte ce qu'on s'est dit tous les trois. En fait, on n'a pas du tout utilisé les mots que tu avais mis, Laurent. On est resté finalement sur performance et robustesse. On, on s'est dit d'abord aussi que les propos de Olivia Mann étaient très inspirants. Ça, clairement, euh, c'est à la fois le podcast. Enfin, j'ai pas lu le bouquin, mais bon, bref, tout ça est très très inspirant. Et si on prend le parti pris, ce postulat, si on accepte ce postulat de base de dire que regardons ce que fait la nature et essayons de voir comment nous, êtres humains, on peut s'inspirer de ça. Le propos de Olivier Mann est particulièrement indiqué et très limpide. C'est très très clair comment il définit les choses. On s'est arrêté sur justement cette performance et robustesse en disant que eh bien les deux existent. L'exemple que tu donnais tout à l'heure sur le corps qui se bat à 40 degrés, là où il est performant, parce que les enzymes à 40 degrés sont plus performants qu'à 37, et cette robustesse de 37 degrés qui est finalement 99% du temps, et de voir que bah, si le corps ne sait pas être performant, il va mourir à cause du pathogène, et s'il ne sait pas être robuste, il ne pourra pas vivre sur le temps long. Et donc, la relation qu'on s'est faite, c'est peut-être que dans nos coachings, c'est que avec nos entreprises, de travailler un petit peu plus la robustesse, là où la performance est soulignée, et de se poser la question comment qu'est-ce que ça veut dire être robuste et comment on travaille la robustesse au quotidien, euh, parce que manifestement la performance ça on sait faire, et de rééquilibrer finalement peut-être le système pour que, et je reprends la définition de la robustesse d'Olivier Mann, c'est maintenir le système stable malgré les fluctuations. Oui, Donc, stable et viable, en fait, il dit, ouais, stable et viable, oui. donc, c'est une réponse opérationnelle à un monde fluctuant. Ça revient à ce que tu avais introduit et ce qu'avait mis au début Fabrice avec la notion d'incertitude. Quand on dit incertitude, ben, on peut aussi entendre fluctuation, qui sont
qui, qui sont finalement permanentes en fait. Une incertitude permanente, ça s'appelle des fluctuations. Euh, voilà ce qu'on voilà ce qu'on s'est dit. Très bien. Je pense. Ouais. En gros, ce que dit Armand là-dessus, c'est il admet quand même du bout des lèvres un peu la performance, mais quand elle est avec le mot temporaire, en fait. Voilà, c'est comme la fièvre, quoi, hein. En dessous de 3 jours, c'est bien. Au-delà, on est mort, quoi. Donc, c'est moins bien. OK, merci beaucoup. Alors, le troisième groupe a déjà parlé. Le quatrième, c'était Dominique. Alors, j'ai Julia Ziri qui m'a dit qu'elle pouvait pas, il ou elle pouvait pas parler. Julia, c'est ça? Et Mathilde. Alors, je vais commencer, mais avant de donner la parole à Mathilde et peut-être Julia, je ne sais plus, non, je crois qu'elle ne parlera pas, mais elle est également libre d'intervenir, bien entendu. Alors, je ne suis pas certaine qu'on ait adressé les consignes, mais je ne suis pas certaine non plus qu'on se soit totalement éloigné du sujet. Et, je serai très processuelle, donc on a passé pas mal de temps à se présenter. Et en fait, c'est très intéressant parce que ça a mis, par rapport à des termes qui sont peut-être difficiles à cerner, à maîtriser, ça nous a permis de comprendre comment on pouvait les replacer dans notre cadre de travail habituel. Et pour se dire que, ben, en fait, ce discours que tu nous as présenté, c'est difficile euh, malgré la nécessité de l'adopter, c'est difficile de quand même de le faire prospérer dans les environnements de travail, de conduite du changement, dans les startups, etc. Où donc ce serait pas, voilà, ce serait pas tout à fait d'actualité, mais ça reste un enjeu. Et la question, il y a une question posée au groupe et une question posée à l'intervenant. C'est est-ce qu'on peut imaginer des indicateurs? Est-ce qu'il y a un document ou est-ce qu'on peut imaginer un travail sur les indicateurs pour comment dire, rendre positif l'aléatoire, la redondance, le gaspillage, l'hétérogénéité, enfin, je ne sais pas comment dire, c'est ce paradoxe des situations, enfin, d'intégrer les situations paradoxales et les faire accepter par le client qui peut-être ne comprend pas quoi, même si en même temps, voilà, c'est une question qui se pose quoi. Bon, voilà, donc j'étais un petit peu branlante. Je passe la parole à Mathilde. Merci Dominique. Oui, en fait, on a pas mal échangé sur cet enjeu de comment imaginer de nouveaux indicateurs à proposer et à co-construire avec les clients et dans nos offres du coup, qui non pas seraient centrées sur la performance, mais du coup inviteraient un temps plus lent, un temps plus enfin, voilà, on échangeait notamment sur le fait de ces gens, des changements de paradigme qui peuvent pas être sur un temps court, liés, entre autres, à la pression que peut mettre ces enjeux de performance. Et à la fois de ben, nous, en tant que coach, ben, comment on le vit, et du coup, comment on peut amener nos clients qu'on compagnonne à vivre avec nous ça, et comment ça impacte du coup nos offres et possiblement, et ça c'est moi qui dis parce qu'on n'a pas eu le temps de se l'échanger, moi je crois que demain peut-être nos offres de coach, elles seront aussi co-imaginées avec nos clients en fait. Et qu'on ne sait pas trop ce qu'on fera peut-être, mais que ça va être ensemble qu'on va cheminer. Et en tout cas, moi, c'est un peu ce comme ça que j'ai essayé de travailler. Et de s'autoriser aussi un espace, en tout cas chez moi, dans ma structure, on appelle ça notre labo d'usage Mm. et de vraiment un truc consenti avec des clients où on ne sait pas trop ce qu'on va faire, mais on va regarder, on va cheminer et on va voir. Mais il faut tout inventer. Voilà. Hmm. Très bien. Alors, il y a une question, j'ai entendu qu'il y a une question à l'intervenant. Moi, c'est très modestement, hein, parce que, comme vous le savez, j'avais envie de partager ça avec vous sans en être le spécialiste. Je suis Olivier Amand, j'ai lu, il y a un grand cours Sator, là, que j'ai regardé, donc une dizaine d'heures où j'ai pu, voilà, engranger sa pensée. J'ai lu son bouquin, voilà. Je me suis quand même un peu plongé là-dedans, mais ça ne fait pas de moi un spécialiste. Ce qui me vient là, c'est que les indicateurs, je pense, alors maintenant, dès que j'entends indicateur, j'entends Goodhart, hein, c'est-à-dire que ce danger de l'indicateur qui en fait tombe à côté. Pour autant, il s'appuie beaucoup dans son cours sur le déjà là.
il y a déjà de la redondance, il y a déjà de l'aléatoire, il y a déjà de... Et il en donne des exemples. Alors, même dans des domaines extrêmement performants, si j'ose dire. Dans l'aviation, par exemple, il y a des doubles ou triples circuits. On sait ça en informatique. Il y a voilà, on duplique les choses. Il y a les disques, par exemple, souvent les disques pour stocker les infos, souvent c'est en double ou en triple. Il y a les centres serveurs, c'est toujours dupliqué à des endroits différents, on met de l'hétérogénéité, on met de la... pour résister aux incendies. Il y a quand même du déjà là. Donc il y a quelque chose qui est accessible, y compris pour nos clients, je crois, à leur rationalité, y compris, hein, parce on peut s'appuyer sur des choses qui sont déjà faites. Et puis, il y a l'expérience des fluctuations. Je pense que c'est quand ça va commencer à secouer fort et que ben, ça va être difficile, Mm. ils vont être plus naturellement sensibles à ces sujets-là. Moi, je crois que ça va devenir un vrai sujet. Fabrice parlait de toutes ces faillites qu'il y a dans le Nord. Je pense que la perspective de survivre va intéresser du monde. Parce qu'il s'agit bien de ça. Il s'agit bien de ça. Il est 19h49, chers amis. Je crois que c'est 20h, normalement, l'heure de fin. Oui, c'est 20 heures. Je vous propose un petit tour. Alors, peut-être un petit tour rapide. Euh, je vais faire en sorte que vous soyez dans l'ordre. Et puis, je vais vous afficher la parole. L'idée est la suivante, c'est-à-dire que euh, suivez l'ordre des vidéos de l'autre. Voilà. Donc, ça y est, vous suivez l'ordre de mes vidéos. Je suis devenu le tout-puissant dans ce truc. L'idée, c'est de dire, bah, brièvement, moins d'une minute, comment c'était pour vous, là? Est-ce que vous avez passé un bon moment? Qu'est-ce que vous en retirez? Est-ce que vous en retenez quelque chose? Voilà, deux questions, c'est déjà pas mal. Peut-être on va commencer par Dominique, qui n'a pas sa caméra, mais qui a toute sa voix. Oui, merci. Écoute, moi, d'abord, désolé d'être arrivé en retard. Voilà, donc effectivement, j'ai pas eu la totalité, mais je pourrais réécouter. En tous les cas, moi, j'aime bien cette liste affichée dans le chat de mots qui font réfléchir par rapport à la notion d'accompagnement en contexte. Voilà. Et puis, je dirais que j'ai beaucoup apprécié le temps d'échange en sous-groupe. Voilà, beaucoup. Je trouvais ça très intéressant et très stimulant. Très Merci. bien, merci. Donc après, ce sera Adèle. Alors, j'anticipe parce que Julia, je crois que tu peux pas parler, donc à la limite, tu pourras le mettre dans le chat, comme ça je te laisse le temps. Adèle, Moi, ça a aiguisé ma curiosité et j'ai besoin d'aller plonger dans tes petites références là pour observer tout ça. J'aime beaucoup le rapport à la nature, ça me parle. Et j'aime bien cette vision de regarder les choses autrement pour voir comment on va travailler peut-être autrement. Voilà, très bien, merci. c'est Euh, bon. C'est à moi, je crois. oui, Loïc. Alors, moi, merci beaucoup pour cet atelier. Alors, ça m'a autant intéressé la partie que tu as couverte, Laurent, pardon, et les sous-groupes, le travail qu'on a fait en sous-groupe. J'ai jamais été très à l'aise avec la performance, donc ça tombe bien. Et avec l'efficience, pas trop non plus. Par contre, l'efficacité, j'ai beaucoup d'atomes crochus et je fais bien une différence entre l'efficacité, c'est arriver à ses fins, et la performance, c'est-à-dire de façon optimale ou avec l'efficience, avec le moins d'efforts possible. Et je crois que la nature est quand même assez efficace. Enfin, voilà, la nature, la plante, elle pousse, et puis si elle a besoin de soulever des feuilles, elle soulève des feuilles. Et voilà. Donc, euh, en revanche, je trouve ça très instructif, toutes ces qualités de robustesse, on pourrait dire de résilience de la nature. Et je trouve ça, voilà, je prends ces 8 points précieusement avec moi, et ainsi que les travers de la performance et ça m'a donné envie de lire le bouquin d'Olivier Amand, donc que je vais, je pense, me procurer rapidement. Voilà, merci beaucoup. T'en prie. Oui, il dit que la nature n'est pas efficace, hein, pardon, mais Ah oui, non, non, mais ça, c'est un... Ah, voilà, ça il dit dépend. qu'elle est robuste, quoi, hein, c'est laquelle. Bon, mais moi, ce que j'en dis, c'est ce qu'il dit. Ah non, Euh, non, mais hein, Mathilde. j'ai bien compris hein, que c'était pas forcément partagé. Mathilde. Oui.
Euh, ouais, ben moi, du coup, ça arrive quasiment un an après que j'ai lu le bouquin. Et du coup, ça m'a permis de replonger dans cette matière. Et l'invitation de se poser la question par rapport à notre activité à nous de coach et nos offres, j'ai trouvé ça assez intéressant parce que quand je l'ai lu et découvert, je l'ai vraiment vu à travers mes yeux de citoyenne, mes yeux de maman aussi, et de ce que ça a engagé par rapport à tout ce qu'on allait vivre et tout ce qu'on a vécu cette année. Donc j'ai trouvé ça intéressant comme axe de pensée et je vous remercie pour la matière qu'on a travaillé ensemble. Merci beaucoup. Avec plaisir. Donc, on passe à Dominique. Dominique Bis, Dominique, Minéguer, non, pas bis, Dominique. J'ose pas prononcer ton nom, mais Minéguer, pardon. Donc moi, ce que j'ai retenu, ben, je suis alignée avec ce qui a été dit jusque-là. J'ai beaucoup apprécié l'atelier, à la fois la partie théorique et l'échange et la conclusion. Ce que je dirais, ce que je retiens, c'est que bon, moi, j'appartiens pas complètement, mais aussi au monde RSE. Et on oppose souvent, pour la performance, on oppose d'autres indicateurs, par exemple, issus de la RSE. Et ça peut, on sait que c'est moins puissant. Enfin, bon, ceux-là sont peut-être moins visibles, encore moins visibles, mais je trouve intéressant d'avoir vraiment un champ d'appréhension complètement différent d'une façon de vivre la performance autrement, quoi. Voilà. Donc c'est ça que je retiens et c'est pas seulement pour le bien-être, etc. C'est que à la racine, la performance, c'est un modèle qui n'est pas aussi opérant. Voilà ce que j'en retiens. Donc ça peut, et qu'il y a un discours structuré là-dessus. Donc ça, je trouve ça intéressant, quoi, de manier ce paradoxe qu'on ressent tous dans nos environnements. merci. Je passe la parole à Damien, que je connais sous d'autres cieux. J'en profite pour te dire que mes 8000 caractères sont en préparation pour toi sur ce sujet. Voilà. Euh, Oui, on J'y t'entend. suis. Ah oui, j'y suis. Écoute, moi, j'apprécie beaucoup le parallèle avec le vivant. Les liens que tu as proposés avec le coaching, hein, les différentes facettes et les différents je dirais, activités associées. Et puis, j'ai beaucoup aussi aimé les réactions des groupes, en particulier l'idée de la co-construction from scratch. Ce à quoi moi je rajouterais que je vois quand même la complexité d'amener ce sujet dans des organisations suivant le principe que bah, on continue de faire encore plus de la même chose qui ne marche pas, hein, on connaît bien ça, Ouais. et que c'est encore au pied du mur qu'on voit le mieux le mur. Donc c'est à quel moment est-ce que c'est chaud pour pouvoir y aller, mais pas trop tard non plus avec nos clients. Très bien, merci. Donc, je passe la parole à Olivier. Oui, ben merci d'avoir amené ce sujet-là. Finalement, c'est un faisceau d'indices en ce moment, enfin, pour ce qui me concerne, avec en ce qui concerne Olivier Hamon. C'est clairement intéressant, c'est très inspirant pour nos coachings. Performance et robustesse doivent être utilisés à différents moments et avec une temporalité différente. C'est un peu ce que dit le vivant. Et comment on transpose ça, enfin ça peut être très inspirant pour transposer ça sur les systèmes humains. Et voilà. Moi, je trouvais ce pourquoi je suis là pour ces conférences, c'est-à-dire c'est de l'inspiration et des sujets traités un peu en profondeur. Et voilà. Merci beaucoup. Merci bien. Isabelle? Donc, merci Laurent pour ce temps de partage. Moi, je connaissais pas Olivier Armand, donc je pars avec l'envie d'aller regarder un petit peu du côté de chez lui. Euh, j'ai fait un lien avec un client qui m'a amené sur un domaine complètement inconnu pour moi, et c'est pas vieux, ça date de début d'année, qui est le biomimétisme. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais enfin bon, c'est pas tout à fait la même chose, mais bon, on est quand même connecté à
que fait la nature et comment on peut s'inspirer de ce que fait la nature dans nos procédés, process, enfin si j'ai bien compris, en regardant ce qui se passe dans la nature. Donc je me suis dit, tiens, c'est quand même étonnant, 2 fois dans l'année, à quelques mois près, voilà. Et donc, et ce que je retiens, c'est avec quoi je pars, c'est de dire, bah alors pour coacher, nous, coach, dans un monde fluctuant, regardons du côté de comment on peut accompagner. Alors, la performance, ça fait longtemps que c'est là, mais comment on peut accompagner pour qu'on devienne plus robuste. Et derrière le mot robuste, ben, j'y mets de la résistance, de la solidité pour pouvoir enfin, être là dans ce monde fluctuant. Donc, merci Laurent, c'est une ouverture pour moi. Merci. Olivier Hamon parle du biomimétisme, hein. Qui en Euh, parle? il en parle, il n'en dit pas Ouais, du bien, hein, donc, parce que, d'accord. encore, là, il en dit, encore une fois, hein, je ne me fais que le passeur, si j'ose dire. Non, parce Mm, qu'il dit on ne prend dans la nature que ce qu'elle a de plus performant, d'ailleurs. Et honnêtement, les applications sont très, pour l'instant, circonscrites, hein. d'accord. Moi, je ne suis pas une Voilà. Mais experte, hein. tu pourras chercher, et voilà. Ok. Fabrice, peut-être, ou tu veux finir, Fabrice, tu veux. Bon, un mot comme tout le monde, comme tout participant, tu feras la conclusion, Laurent. D'accord. Écoute, Moi, j'ai pas merci dit mon et mot. Oui, J'ai oui, pas ah mais, bon, dit ben, mon mot. oui, mais vas-y, Claire. tu passeras après. C'est dans l'ordre de l'écran, là, pour Je, l'instant. Ah oui, et je passerai après. je fais pas la conclusion, il n'y a pas de conclusion. Je suis un participant comme un autre là. Écoute, merci. Je vais aller lire très rapidement Olivier Hamon, que je ne connaissais que de réputation, mais j'ai jamais entendu ou lu ce qu'il a dit. Moi, je nous ai trouvés très attentifs et comme si chaque participant était déjà en recherche sur cette thématique, sur cette vision du monde que tu nous as proposée ce soir, et que cette approche écologique, qui n'est pas une écologie idéologique ou radicale ou politique telle qu'on l'a qui est mis en avant dans les médias, c'est quelque chose qui est quelque part pas une idéologie, mais une pratique ou un savoir-être, je ne saurais pas trop définir, peut devenir quelque chose comme un soutien pour le futur du coaching. Et donc, je te remercie parce que ça donne sûrement des pistes dans les réflexions sur l'avenir du coaching, autres que des approches organisationnelles ou de processus, parce que là, il y a un fond et tu l'as avec très modestement, mais avec beaucoup de gentillesse et de, et d'efficacité, si Aïe, j'oserais dire, proposé ce soir. Merci. aïe. Claire, c'est à toi. Merde. Non, Alors, il y a moi, Julia. Attends, il y a Julia et Kamel déjà. Mais Julia, tu peux pas parler. Elle nous a dit que merci beaucoup, c'était très intéressant. J'ai envie d'approfondir. Il y a Kamel aussi, qui est, pardon, de Kamel. Kamel, ouais. Si on fait dans l'ordre. Après, ce sera Claire et ensuite Sébastien. Oui, merci pour cet échange. Moi, je trouve que ça nous permet de nous interroger. Alors moi, c'est pareil, je ne connaissais pas, donc j'ai envie de creuser davantage. Je trouve que ça résonne avec beaucoup de situations que l'on peut vivre chez nos clients, comme tu disais très justement, et je trouve que c'est intéressant de creuser, nous, en tant que coach, pour apporter des choses qui peuvent être nouvelles, aussi avoir cette grille de lecture, aussi bien sur le plan personnel que au niveau de nos coachés et de nos clients. Est-ce qu'on va être du côté du vivant, de l'humanité, du long terme, ou est-ce qu'on est plutôt encore sur le court terme et la performance? Je trouve que c'est une question qu'on devrait se poser quasi quotidiennement. Donc, merci beaucoup. Avec plaisir. Claire, enfin, pardon. alors, moi, je suis assez partagée parce que j'aime pas les systèmes clos. Bon, c'est vrai que j'ai une formation de philosophe et j'aime bien pouvoir me rattacher à différents courants, différentes philosophies. Et je vois pas pourquoi on se rattache à la nature plutôt qu'à autre chose. Moyen de concours, j'ai trouvé que c'était très pédagogue, tu as très bien expliqué les choses et j'ai trouvé les échanges entre nous très intéressants. Et du coup, moi, je les prends plus, tous ces mots-là, comme notre métier de coach, c'est d'être décalé. Moi, je cherche ni la performance ni la robustesse de mes clients. Je cherche quelque chose qui va me permettre d'être là où ils sont et à leur écoute. Mais c'est surtout ce décalage un peu structuré que tu as présenté qui est intéressant à creuser. Et les échanges en petits groupes dans une conférence comme ça d'1 heure et demie, ben, finalement, c'est très enrichissant. Merci à toi. Très bien.
Un petit mystère pour moi, c'est pourquoi ce serait un système clos, mais peut-être on n'a pas le temps de. Bah, parce que c'est un système qui repose que sur une approche. Mais bon, on va pas en discuter là parce que c'est tout un, voilà. Oui, je suis d'accord. Sébastien. Bah déjà, merci. C'est toujours intéressant de se reconnecter au vivant. En tout cas, en tout cas, à des gens qui utilisent le vivant. Mais en fait, moi, ça m'a surtout interrogé dans notre propre nature, en fait, hein. On n'est pas très loin de ce que tu as décrit, en fait, dans les comportements. Je sais qu'on cherche beaucoup la raison, mais si on nous regarde, on n'est pas très loin de la nature. La question, c'est pourquoi on veut vraiment être différent. Euh, Ça, c'est une autre, sûrement pour aussi avoir une organisation sociale. Voilà, donc ça fait écho aussi à ce que j'étudie beaucoup en ce moment sur le Kototama de l'aïkido, hein, qui est vraiment une recherche très 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 enclin avec la nature, à l'observation de la nature et de comment elle interagit et comment on interagit avec elle. Donc en tout cas, je connaissais pas ce monsieur. Olivier m'avait fait passer un peu la bande, mais j'ai pas eu le temps de l'écouter là, qu'il a remise dans le chat. Là, je crois que je vais aller m'y intéresser assez rapidement par rapport à ce que j'apporte. Merci Laurent. Et merci à tous pour les échanges aussi en sous-groupe et votre Oui, merci. évidemment aussi d'apport. Bien, eh ben, juste un petit mot, merci de votre attention. Avec cet exposé qui était évidemment, comme il se doit, très imparfait, incohérent, plein d'erreurs, aléatoires, et j'en passe. Moi, ça me donne beaucoup de. Enfin, je vous souhaite autant de joie que j'ai eu à regarder ça, parce que moi, je suis assez préoccupé par la situation de façon environnementale, on va dire, en général, et que là, ça me donne des pistes de réflexion. Euh, voilà. Donc, je suis heureux de ça, quoi. Je suis un peu avec le système clos de Claire, là. Ça me gêne un peu d'avoir entendu ça. Mais je trouve qu'il y a une façon un peu clos d'en parler. Bon, mais là-dessus, c'est comme ça. Chacun sa sensibilité. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie de votre attention. Merci, merci. Bonne soirée, Laurent. Merci. Bonne soirée. Merci, Laurent. Merci à tous, Merci, au Laurent. revoir. Merci, Bonne bonne journée soirée. à Bye tous. bye. À bientôt tout le monde. Merci, Au à revoir. bientôt. Bravo. Au revoir. Bravo, oui. Voilà. Merci, Laurent. Mais je t'en prie, ça va? Oui, c'était très bien. On parle là tous les deux, c'est ça? Oui, on n'est Ah plus bien. tous les deux, oui. Oui. Attends, je vais arrêter Bah, écoute, l'enregistrement. merci.